Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Coucou Elodie. Coucou Clémence. Je vais attendre que elle se connecte. Coucou, je vais attendre que Marie-Rose elle se connecte. Bonsoir tout le monde. Alors je vais aller la chercher. Est-ce qu'elle est là? Non. Alors si tu es là, n'hésite pas à me refaire un coucou. Coucou Virginie. J'arrive pas à te trouver. Bah, c'est où Marie-Rose? Alors j'arrive pas à la trouver. Hop. Je la cherche. Alors, j'attends qu'elle se connecte. Je vais lui envoyer un petit message. J'espère que vous allez bien. J'essaye de faire. Je vais voir si elle est arrivée. Alors, elle n'arrive pas à se connecter. Je retourne la chercher. Alors. Ah, super. J'espère que vous allez bien. J'attends qu'elle se connecte. Ah, c'est bon. C'est bon? Ouais, Ça il y a un tienne. petit écho. Est-ce que tu as des Ouais, écouteurs? non, je les ai paumés. Je crois qu'ils sont perdus dans le bus là. D'accord, attends 2 secondes. Hop. On va y arriver. Hein. Ouais. Sur le démarrage. Ou alors, je vais essayer d'enlever le mien. Qu'il n'y ait pas d'écho, je vais voir. Je vais juste. Ouais. J'enlève les écrans. Ah, il y a quand même. Voilà. On va dire, je t'écoute. Hein. Je finis de m'installer, si ça veut bien. Ah, c'est ça, non, toujours pas. Bon, d'habitude ça tient. Aujourd'hui, Bonsoir ça tout le tient pas. monde. Elle est en train de s'installer. Ça y est, on est bon. Bouge plus. Nickel. Alors, ça. Déjà, merci d'être là et d'avoir accepté de faire ce live. On va faire un petit point autour de l'entreprise. Il y a l'écho, mais je ne sais pas comment on pourra, je pense qu'on ne pourra pas faire mieux. Alors, avant de te présenter, je vais te donner c'est un live très court pour que tu te présentes et ensuite on va parler vraiment de ton livre, faire un petit point autour de la pathologie, des diagnostics qu'on peut faire, du traitement et surtout de ce qui se passe ailleurs. J'ai une petite citation à te proposer. La douleur qui se nourrit de douleur n'en devient que plus amère. La douleur qui se nourrit de douleur n'en devient que plus amère. C'est Johann Wolfgang von Goethe qui l'a écrit en 1804. Et le titre du livre, c'est La fille naturelle. C'est quoi la vie? La fille naturelle. Ah oui, je pense aussi, hein, moi, honnêtement, à partir du moment où j'ai arrêté de lutter, où j'ai accepté, ou voilà, pour vivre en cohabitation intelligente finalement avec la maladie,
forcément, ça m'a ouvert des portes, ou du moins, c'est pas tant que ça m'a ouvert des portes, mais c'est que ça m'a permis d'aller chercher des solutions plutôt que d'être là à rester chez moi à me demander pourquoi mon cruel, ce qui n'était pas forcément très constructif en soi. Mais voilà, à partir du moment où tu fais ce cheminement personnel de dire, ok, bon, bah, je suis malade, c'est comme ça, c'est la vie, et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Forcément, voilà, tu entames un nouveau chemin, c'est pas celui que tu avais forcément envisagé, mais Mm. c'est quand même un chemin qui peut être très beau. Ouais, je trouvais que ça allait bien avec ton univers et ce côté naturel que tu peux avoir, justement, très spontané dans ce que tu partages. Et aussi ton livre, parce que finalement, au lieu de se nourrir que de sa douleur, je pense que l'endométriose nous apprend avec l'errance et tout ce qui se passe autour, d'aller chercher à nous nourrir d'autres choses pour pouvoir justement vivre en colocation avec elle, je trouve. Oui, c'est ça, alors, du coup, ça va te faire beaucoup moins naturel cette image, mais c'est vrai que moi j'ai toujours vu un peu la vie comme une partie de poker. En fait, c'est pas parce que tu as une mauvaise main que tu peux pas remporter la partie. En fait, c'est juste à toi de faire avec les cartes que tu as en main, de voir ce que tu peux en faire. Et des fois, même avec une mauvaise main, on peut faire un super coup. Donc, c'est vraiment, c'est comme ça que j'ai toujours vu la vie en me disant, ok, on va pas se dire, ah mince, j'ai pas la super carte, mais c'est pas grave. D'un autre côté, il y a aussi des gens qui ont des super cartes et qui savent pas s'en servir. Donc, comme quoi, ça veut Oui, pas dire grand chose. tout à fait. Ah ouais, mais c'est exactement ça. Avant de parler, parce qu'on sait que la maladie avait été évoquée par Karel Rodriguez, on sait aujourd'hui que avant on classifiait l'endométriose en stade 1, 2, 3, 4. Maintenant, on a cessé cette classification. On est vraiment passé à superficielle ovarienne et profonde. Dans ton livre, tu en parles quand même, parce que l'idée, c'est justement d'emmener les gens dans la compréhension de la pathologie. Et tu évoques aussi ce qui est super intéressant, qui a été commencé à évoquer par rapport à cette maladie, c'était la notion de finalement à quoi c'est dû. C'était un peu ça. T'en parles un tout petit peu dans le livre aussi. Et puis on connaît ça. L'ARS commence un petit peu à en parler en disant que voilà, on a souvent mis en avant tout ce qui pouvait être trouble d'immunité avec le système inflammatoire, immunitaire. On a mis en avant le système, les causes qui pouvaient être de reflux tubaire. Il y a eu tellement de choses qui ont avancé aujourd'hui, mais on ne sait toujours pas. Donc, on a parlé de la génétique aussi. On ne sait toujours pas. Non, on n'a pas toujours toute l'explication. C'est vrai quand même que les données qu'on a depuis 10 ans qui ont été faites soit sur des fœtus, soit des nourrissons qui ont succombé à la mort subite du nourrisson, on sait quand même qu'on a ces lésions visiblement depuis l'état embryonnaire. Après, euh, pourquoi ça se développe à ce moment-là? Est-ce qu'il y a un couac au moment des divisions des cellules, tout ça? Bah, ça, on ne sait pas encore. Maintenant, je pense qu'il faut être optimiste. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de recherches qui sont faites depuis 10 ans, notamment tout ce qui est marqueurs génétiques aussi. On Oui, commence à voir les résultats. On a quand même identifié un certain nombre de marqueurs génétiques. C'est pas rien, ça, c'est c'est clair. énorme. Pour une maladie dont on parle depuis l'Antiquité et que tout le monde a gentiment ignoré pendant plusieurs millénaires, c'est On était traités énormissime. différents quand même. Ah ben oui, mais oui, du grec hystéra, oui, d'utérus malade. Alors, dans les premiers temps, c'était pas forcément péjoratif, hein, c'était Tout à vraiment, fait. on voyait qu'il y avait un problème au niveau de l'utérus, le ventre qui Ouais, gonflait, les contractions. exact. C'était très pragmatique de, bah, cet utérus est malade. C'est après que c'est parti un peu en cacahuète, où effectivement c'est devenu péjoratif, où c'est devenu psychosomatique et tout. Mais de base, c'était voilà, c'était bah, le hystéra voulait dire utérus, et on voyait que cet utérus était malade. Mais oui, donc il y a des avancées, et depuis 10 ans, c'est quand même énorme. Je pense qu'il faut vraiment être optimiste parce qu'il y a quand même des gens très motivés là-dessus. Maintenant, bah, si on veut des recherches sérieuses, si on veut des résultats probants, il faut être un petit peu patient. Et donc, quand tu t'es lancé dans l'écriture de ton livre, celui-là où tu parles de ce qui se passe dans les autres pays, donc tu avais déjà à peu près toutes les données historiques dont tu parles. Donc, on est en train d'échanger par rapport à les hypothèses qui sont évoquées par rapport à cette maladie. Et toi, qu'est-ce qui t'a beaucoup marqué? Qu'est-ce que tu cherchais quand tu as écrit ton livre? Ce qui m'a marqué dans mes recherches, ben, c'était le fait qu'on manque en France d'un médecin au moins, ou si, dans l'idéal de plusieurs, qui soient vraiment à la recherche de qui, enfin, qui veuillent sortir de ces vieux mythes en fait. Le problème c'est qu'on a des médecins qui sont
essentiellement enfermés dans leur vomite. Alors ça existe dans d'autres pays, ça existe aussi aux États-Unis, hein. Mais là-bas, ils ont ce que j'appelle un peu des locomotives. Il y a des gens qui se disent, attendez les gars, on fonce dans un mur là depuis des millénaires, peut-être se dire qu'on va arrêter de foncer dedans et réfléchir et s'élever un petit peu au-dessus de tout ça. Donc c'est ça quand même la grosse différence et c'est ce qui est fondamental parce que une fois que vous avez ces locomotives, même si tous les médecins ne sont pas au taquet, ça traîne quand même tout le monde avec soi vers plus d'avancées scientifiques et vers des solutions plus réalistes et plus probantes pour les patientes au quotidien. Hmm. Et donc, là, aujourd'hui, en France, on a une politique, on peut pas diagnostiquer tout le monde, même si on en parle de plus en plus et qu'il y a beaucoup d'adolescentes qui vont, tu en parles justement dans ton livre aussi, de ce côté, quand on est au collège, on se pose des questions, on a les premiers règles, on ne sait pas trop si on est malade ou pas. Euh, Est-ce que toi, par rapport enfin, on retrouverait le document de la l'HAS, hein, quand tu dis, voilà, pour le diagnostic, on va aller dans la pilule pour voir si ça marche ou pas. On peut vraiment aller après les échographies endovaginales ou les IRM à l'explorer un peu plus pour chercher avec une cystoscopie, par exemple. Est-ce que toi, dans ta recherche du livre, par rapport à ton livre, qu'est-ce que tu as remarqué qui se fait plus ailleurs, en fait? Est-ce que ces femmes, il y avait, Sur le par exemple, diagnostic, oui, tout les à fait. différences de diagnostic. Mm. Alors c'est vrai que nous, alors après c'est un peu lié à l'histoire du militantisme en France. Un des médecins qui vraiment milite pour l'endométriose est radiologue et chacun voit midi à sa porte. Donc les radiologues ne jurent que par les imageries médicales et les chirurgiens ne jurent que par la Tout à fait. chirurgie, c'est logique. Et donc en France effectivement on a quand même vraiment pour habitude de se dire imagerie médicale égale diagnostic. À l'étranger, c'est plus complexe que ça. On voit vraiment la notion de diagnostic comme elle est vue généralement pour les maladies, c'est-à-dire que déjà on part d'un historique médical. Par Oui. exemple, très basiquement, dans l'endométriose, ça va être très souvent des problèmes digestifs ou Mm. des fausses cystites. Tu sais, tu as les symptômes de la cystite, Oui. mais ton ECBU il revient négatif. Donc, Négatif, bah oui. Et c'est vrai que ouais, tu vois. on parle justement dans l'endométriose des 5D, mais on se rend compte que c'est pas forcément que les 5D qui sont interpellés. Tu vois, là, tu parles de la cystite, et moi, c'est pareil. J'ai beaucoup de femmes qui ont des cystites interstitielles. On ne sait pas trop pourquoi. Et elles me disent, mais non, c'est pas mis dans les symptômes qui peuvent provoquer de l'endométriose. Ben Alors que, si, parce qu'en fait, pour peu que tu les... Moi, c'est ce qui est mon cas, en fait. J'ai très certainement des lésions sur les nerfs de la vessie, donc forcément, ça joue. Et donc voilà, donc on parle d'un historique médical, d'un examen clinique aussi. mm, C'est la base de la médecine, l'examen ouais, clinique. Après, on fait une imagerie déjà pour avoir une première idée. Si cette image montre quelque chose, ben, on se dit qu'il y a une suspicion d'endométriose. Et puis, si ça ne montre rien, on va aller chercher plus loin et faire une biopsie. Mais ça ne se fait pas comme ça, une biopsie d'endométriose, parce que c'est quand même sous anesthésie générale avec une ouais. cystoscopie. Mais on a aussi cette rigueur scientifique de se dire, une imagerie médicale, c'est une suspicion, mais le diagnostic, c'est vraiment quand un anapathe a analysé les lésions. C'est comme dans les séries télé où ils retirent un truc un peu bizarre qui est dégénéré, donc comme une lésion d'endométriose, et ils reviennent 2 jours plus tard dans la chambre du patient en disant on a les résultats de l'anapathe. Voilà, c'est ça. Donc il y a cette rigueur scientifique aussi de dire une imagerie, ça peut être cool parce que ça permet de voir des choses de manière non abrasive, mais si on est scientifiquement rigoureux, dans l'idéal, il faut une biopsie. Oui, oui, et c'est ça qui fait aussi un petit peu le souci, je pense, en France. C'est que comme il y a de l'errance contre les femmes, et que finalement, si le diagnostic a été retardé, et que si on leur annonce qu'on tâtonne à dire il y a une endométriose, il y a beaucoup de femmes, enfin, une majorité de femmes qui vont vouloir qu'on opère au final, tu sais, pour être Oui, sûr. ce qui peut être un peu sortir l'artillerie lourde, parce que moi, la première, le diagnostic, il a été posé sur une IRM, truc vachement basique en fait. Et voilà, et avec ça, j'ai le traitement qui me permet d'aller mieux. J'ai pu me faire une prise en charge. Hein, je suis pas allée jusqu'à la biopsie. C'est vrai que déjà matériellement, ce serait très compliqué parce qu'il y a plusieurs millions de patients. On va falloir construire des hôpitaux juste pour faire des biopsies. Bah oui, Et encore une fois, c'est vrai que si on peut se fondre sur une image, c'est bien aussi parce que c'est quand même abrasif, c'est quand même sous anesthésie générale. Enfin, tout à fait. on sort l'artillerie lourde quand même. Donc c'est aussi, voilà, c'est pas non plus pour dénigrer les imageries. Les images, elles ont une réelle utilité. En plus, c'est bien aussi parce que avant une opération, ça peut aussi préparer le chirurgien en disant bon, bah visiblement elles sont là et là. Même si généralement l'endométriose joue à cache-cache et Ouais, qu'au c'est moment ça. d'ouvrir, il fait ah, il y en a
avait là aussi. Bon, bah, on rajoute 2 heures au compteur, les gars. On va pas manger tout de suite. Ouais. Mais c'est vrai que ça permet aussi voilà, d'avoir des idées de localisation et de préparer un chirurgien pour une éventuelle opération. Oui, je pense elle est effectivement nécessaire, cette façon, elle est vraiment avant une opération, il faut obligé de la faire pour pouvoir enfin, avoir un scan comme ça du corps. Mais je pense qu'il y a derrière cette errance, tu en parles dans ton livre, hein, un moment quand tu dis, attends, je vais trouver le passage, je trouvais ça assez, il est où le médecin? En fait, tu parles de la douleur et d'un médecin ah oui, du docteur Southam, qui dit que la douleur chronique au niveau de l'endométriose entraîne des changements au niveau des réseaux neuronaux, de la morphologie du cerveau, qu'on peut justement aller voir au niveau des IRM. Et c'est ce qui va entraîner que, on sait que chez les femmes qui ont l'endométriose, on a beaucoup plus, 2 fois plus d'anxiété qu'une population classique. On est plus sujet, par exemple, à la dépression, à des états un petit peu lipotyliques comme ça. Et je pense qu'il y a certaines femmes, quand on n'arrive pas à voir les lésions au niveau des IRM, par exemple, qui vont se dire, mais en fait, qu'est-ce qui objective le fait que depuis des années, ben, je souffre, en fait. Et dans ta recherche, tu as trouvé par rapport à notre pays sur cette prise en charge de la douleur émotionnelle que ça entraîne? Oui, dans certains pays, oui. Alors honnêtement, c'est pas forcément la priorité des médecins, hein, même à l'étranger. Ça reste quand même à l'étranger, là, ouais, il y en a. Alors l'avantage quand même de ces locomotives dont je parlais tout à l'heure, c'est que comme c'est un peu eux qui récupèrent les cas désespérés qui sont en galère depuis 20 ans, depuis enfin, une catastrophe, ils voient vraiment ce que ça peut entraîner de pire au niveau psychologique. Donc, du coup, ils ont un peu plus conscience de ce problème. Mais c'est vrai que même à l'étranger, ouais, même quand on parle de prise en charge globale ou dans un même hôpital, tu as tout le suivi, douleur, kiné, machin et tout. Cette idée du psy, ça reste difficile. Et c'est vrai que c'est douloureux psychologiquement d'entendre tout ce qu'on entend, d'entendre qu'on est hystérique, d'entendre que c'est dans notre tête, et de voir la violence de se voir C'est ça. refuser une aide aussi. Tu vas voir ces personnes en disant mon corps est en train de dire stop, de dégénérer, voilà, je suis en train de perdre toute ma vie parce que je ne peux plus quasiment plus rien faire. Et ces gens te renvoient chez toi avec un coup de pied au derrière. C'est d'une violence psychologique C'est inouïe. Et intense. c'est vrai que c'est très important. Et c'est pour ça que j'en parle dans mon deuxième livre, mais surtout dans le premier, dans celui-ci, de Ah oui, en l'importance dos quand on effectivement. ressent, voilà, quand on ressent cette souffrance, d'aller demander l'aide psychologique dont on a besoin. Surtout une fois qu'on a stabilisé. Je comprends qu'on n'ait pas forcément le temps de le faire quand on est en train de stabiliser son état physique. Mais une fois qu'on est stabilisé, qu'on a moins de rendez-vous médicaux, qu'on a plus d'énergie, On je peut, pense que c'est le moment d'aller demander cette aide. c'est clair. Et ce que tu disais aussi, là, tu disais certaines femmes connaissent un retard important dans les diagnostics et se plaignent généralement d'un manque d'écoute, de ne pas être prises au sérieux. Cela peut non seulement être préjudiciable à la confiance en soi d'une femme, mais peut aussi donner lieu au sentiment de ne pas être crue, d'être abandonnée et ignorée. Malheureusement, l'absence de diagnostic peut être très préjudiciable. Tu vois? Ouais, c'est ça. Ça joue, voilà, c'est quand tu as passé des années à te dire, bah, en fait, je suis folle, forcément, tu finis par perdre confiance en toi. Donc tout ça, bah, ça joue dans ton travail, ça joue dans tes rapports aux autres. C'est pas anodin, quoi. Et surtout si ça dure des années. Hmm. Et donc, tu parles de mythes. Est-ce que tu as des mythes à nous partager autour de l'endométriose? Bah, les mythes français, on les connaît bien. C'est que l'endométriose, ce serait psychosomatique. C'est que tu as un problème avec ta féminité, tu as un problème avec la notion de maternité, tu as un problème avec ta mère. Bon, tu as plein de problèmes, quoi. Ça, c'est très français et très métropolitain. Je passe un petit coucou à l'association Liquide Chocolat qui a été super gentille de répondre à mes questions. Ou ça Hmm. n'existe pas du tout en Guadeloupe, hein. En Ah, Guadeloupe, parce qu'on n'a pas la même histoire. Et tout ça, forcément, les mythes, c'est culturel. Donc, ça découle de ton histoire. Et donc, il y a une histoire qui est différente, notamment les matrones, les sorcières n'ont jamais cessé d'exister. Donc, les hommes ne sont pas venus s'immiscer dans la santé des femmes comme ça a été fait en métropole.
Mais il y a aussi, alors il y a l'Australie qui dans les mythes a bien précisé dans son flyer. Alors non, c'est pas une maladie sexuellement transmissible. Voilà. Il y a les pays protestants qui ont tendance à considérer que c'est une punition divine pour les femmes qui travaillent et qui donc s'éloignent du foyer. Eh, Et mais donc ça les joue quand même, ça. de quoi? L'excès de travail, ça joue. Ah bah c'est l'excès de travail, c'est jamais bon, mais de là à te dire que tu vas développer une endométriose qui va te punir et que si tu te Non, mais c'est repens c'est en que- rentrant au foyer, en faisant des enfants, bon, et tu vas guérir miraculeusement, bon, c'est un petit peu tiré par les cheveux. Mais oui, non, l'excès de travail n'est jamais bon. En Finlande, quand je leur ai posé la question, ils m'ont regardé avec des yeux, ils sont bizarres, ces Français quand même. Donc voilà, mais en Inde, on pense que c'est quand tu repousses ton mariage. Là aussi, on retrouve l'idée de si tu t'éloignes du foyer, si tu t'éloignes de ton rôle de femme, tu vas être punie. Donc, tu vois, il y a des mythes en fonction des pays. Par contre, le point commun, c'est que forcément, plus tu es enfoncé dans tes mythes, plus tu t'éloignes des avancées scientifiques et donc plus tu t'éloignes d'une prise en charge solide et sérieuse. c'est excellent, ça. Je trouve ça à la fois passionnant parce que ça crée une identité autour de la maladie. Tu vois, est-ce que, Oui, c'est culturel. Enfin, voilà. du moins, l'approche de la maladie est culturelle. Oui. Tout à fait. Et toi, qu'est-ce qui t'a marqué le plus quand tu faisais ce livre, quand tu étais en train de l'écrire? Qu'est-ce qui m'a marqué? Ouais, à quel point on confond culturel et naturel. En fait, je pense que vraiment le choc, c'était quand justement quand j'avais la présidente de Liquide Chocolat au téléphone et que je lui explique ce qui se passe en métropole. Et tu sais, il y a un grand blanc. Et tu sais, sur le moment, j'ai ce réflexe con de me dire, tu sais, la connexion doit plus être passée. Je commence à me rapprocher de la fenêtre et de dire, Ouais. allô, tu m'entends toujours? Et elle me dit, non, mais je t'ai bien entendu, ça n'a pas coupé. C'est juste qu'elle me dit, mais chez nous, ça n'existe pas du tout. Et en France, on entend souvent, aussi bien des médecins que des patients, sortir un peu ces mythes comme si c'était la nature elle-même, alors qu'en fait, c'est une construction intellectuelle voilà, qui finit par devenir culturelle et qui se transmet de génération en génération. Et c'est vrai que en même temps, c'était bien de s'intéresser, enfin de déplacer un peu la caméra sur la scène et du coup de la voir sous d'autres angles et de voir à quel point finalement notre avis est biaisé par toute notre imprégnation culturelle et sociétale, quoi. C'était intellectuellement parlant, c'était très riche. Et donc, elle, pour cette association, qu'est-ce qu'ils avancent comme approche? Alors eux déjà, voilà, en fait, ce qui s'est passé en France, c'est que ça, enfin en France, dans les pays européens de manière générale, sur plusieurs siècles, les médecins traditionnels ne s'intéressaient pas du tout au corps des femmes. Les femmes se démerdaient entre elles, entre matrones, bonnes Hmm. sœurs, Ah, les bonnes sages-femmes, on vend sages, que des sorcières, hein. voilà, les sorcières. Et du coup, c'était elles les vraies scientifiques. Ce qu'on appelait la sorcellerie, en fait, juste de la science. C'est juste que pour l'époque, ça faisait peur parce qu'ils ne comprenaient pas. Et, euh, et donc, du coup, elles se démerdaient entre elles. Et puis, au fil des siècles, les médecins vont s'intéresser au corps des femmes, pas forcément avec de bonnes intentions, plus dans l'optique, on va les contrôler, on va contrôler la reproduction. Et on commence à leur dire, là où les sages-femmes, tu vois, te disaient, bah, tu sais quoi, l'arrivée des règles, la grossesse, la ménopause, bah, c'est l'évolution du corps d'une femme, c'est Ouais. naturel. On va commencer à dire, non, mais tout ça, c'est pathologique. La femme est pathologique par nature. Chouette, ça vend du rêve, merci. Et donc, ça commence là-dessus. Et c'est comme ça qu'on commence à dire que la femme est hystérique, que tous ces bouleversements hormonaux, ça la rend folle. Et tout ça va être entériné par Freud, qui va faire un traité sur l'hystérie, où en fait, quand on lit ce traité, on voit qu'il décrit juste des douleurs neuropathiques. En fait, Ouais. voilà. En fait quand tu lis, c'est de la neurologie qui décrit. Ce sont des douleurs neuropathiques, ce sont les nerfs et tout le système nerveux qui s'enflamme. Et notamment, il décrit beaucoup de scènes d'hyperalgésie en fait. Ouais. Donc voilà, donc le type il a fait fausse route. En plus c'est con, il a commencé comme neurologue. Il a loupé son diplôme de base. Donc voilà. Et en fait en Guadeloupe, le système des matrones n'a jamais cessé en fait. Donc encore aujourd'hui, elles se transmettent les plantes qui soulagent l'endométriose de mère en fille. Et donc les hommes ne sont pas venus leur dire non, non, mais vous êtes pathologique. Elles continuent de se démerder entre elles. Et au contraire, loin de la femme hystérique, cette idée de la femme forte. Alors là aussi, rien n'est parfait. Et elle me disait, le contre-coup, c'est que du coup, on n'a pas le droit d'être malade. Alors qu'elle souffre réellement,
On le Ah ouais, sait, bah on le oui. sait très bien, Mm. mais elles n'ont pas le droit d'être malades, puisque la femme est censée être forte et porter le foyer, donc rien n'est parfait, Mm. mais au moins elles n'ont pas ce système-là, et du coup, ils ont un regard très cartésien sur l'endométriose et se posent des questions sur le chlordécone, qui était un produit chimique utilisé dans les plantations de bananes. Le? Et en fait, le chlordécone. Ah, ok, d'accord, j'ai compris. Ouais, le chlordécone. Et en fait, il se pose des questions sur l'impact sur l'endométriose, Ah oui. parce que c'est un produit chimique qui est un perturbateur endocrinien. On Mm. sait que l'endométriose réagit aux oestrogènes et en fait, il Mm. se demande dans quelle mesure ça n'entraînerait pas des cas plus graves, Mm. en fait. Parce que même s'il n'y a pas de chiffre officiel, euh, d'après, voilà, ils commencent un peu à étudier les différences entre la Guadeloupe et la métropole et ils se rendent compte qu'il n'y avait pas forcément plus de cas, mais des cas beaucoup plus sérieux, à des stades beaucoup plus avancés. Ah Et ouais. donc, du coup, ils ont un regard très cartésien sur il faut faire des études sur le chlordécone, des études Mm. scientifiques et tout. Pas du tout les mêmes réflexes que nous. Mm. Ah, c'est super. Ah, non, c'est pas eux. Chocolat Timuri. Non. C'est quoi le nom de Presque, l'association? presque. Ah, Mais voilà, enfin, du coup, c'était super enrichissant. Franchement, j'ai adoré cet entretien, c'était génial. ah, génial. C'est trop touchant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Avant qu'on puisse se couper, si vous avez des questions, donc Marie-Rose, elle a écrit 2 livres. Celui-là, moi, je voulais, il est super. Et c'est Endométriose, ce que les autres pays ont à nous apprendre. Et puis le deuxième, c'est Endosexo, que tu Ouais, montrais. c'est ça, endo et sexo. Donc, Donc, sur ce symptôme qu'on oublie un peu trop souvent, alors que ça touche quand même 60% des malades. Et s'il y a des solutions, il y a des solutions. Il faut juste comprendre ce qui se passe dans son corps et s'adapter. Et voilà. et alors, quand on parle de sexualité, est-ce que tu as, dans tes interviews, tu as remonté un petit peu à ça aussi? Tu veux dire dans les différences culturelles? Oui. Mm. Je t'avoue que je n'ai pas posé la question, mais ça aurait été intéressant. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que mon livre est le premier au monde. En fait, ouais, il n'y a rien au monde. Et on commence effectivement à avoir des études internationales qui disent ah ouais, attends, il faudrait peut-être qu'on s'intéresse à ce symptôme, mais j'ai déjà fait. C'est voilà, c'est un peu l'initiative. Pour le coup, pour le premier, c'était vraiment très novateur parce que y avait personne jusqu'à maintenant qui s'était intéressé à pourquoi l'endométriose cause des douleurs pendant les rapports pour détricoter tout ça et aussi Oui. proposer des solutions. Ouais, carrément. Ah, ouais, ça, chapeau. C'est vrai qu'il y a tellement là à le dire, mais je trouve qu'il faut avoir l'audace de le faire. Et en tout cas, chapeau pour ça. Et puis, 12 ouvrages, beaucoup de jeux en plus, donc je trouve ça canon, quoi. Donc, bravo. Je vais te laisser dire le mot de la fin et je vais voir s'il y a une question. Je regarde. Alors, quel traitement prenez-vous? Est-ce que tu Bah as... alors moi, ouais, bah alors moi je fais un micmac en fait d'allopathie, de méthodes naturelles. Donc si vraiment on est sur de l'allopathie, comme moi je fais des violentes crises pendant mes règles au point de voir mon utérus se contracter de l'extérieur, ce qui est franchement flippant. Ah ouais, Ouais, non, c'est genre c'est film de science-fiction, genre il y a un extraterrestre dans mon ventre, c'est horrible. Donc, du coup, ouais, moi, j'ai demandé à ce on me coupe mes règles avec une pilule et bah, j'ai un traitement pour les douleurs neuropathiques. Mais après, mon programme est vaste, comprend le yoga pour gérer tout ce qui est adhérence, mobilité du bassin. Et puis, voilà, plein de choses comme ça, kiné, voilà, plein de choses ouais. pour aller bien au quotidien. Et puis, ça marche, donc c'est cool. Ah ouais, c'est une prise en charge. Enfin, il faut créer un vrai cadre de soins et Faut vraiment, enfin, moi, je défends cette idée qu'il faut créer un programme sur mesure, quoi, vraiment. ouais, tout à fait. Ah, c'est un petit peu mon délire, quoi. Existe-t-il? Oui, il existe des gastro, mais il faut les trouver, quoi. Je pense que c'est pas encore référencé. Après, généralement, ils travaillent de concert avec des gynécos Tout à spécialisés fait. en endo et du coup, ils opèrent à quatre mains. C'est Ouais, très fréquent en fait. Quand le gynéco se rend compte qu'il y a une partie digestive, si c'est des bons gynécos et qu'ils ont un bon service, généralement, ils travaillent de concert avec un bon gastro et du coup, voilà, ils opèrent à quatre mains pour être sûr que chacun s'occupe bien de sa partie et fasse sa job. exactement. Ouais, c'est exactement ça. Ils sont de connivence. Donc souvent, il faut aller dans des grands flux parce qu'ils sont sur Aussi. place, les chires gastro. En Ouais. tout cas, merci beaucoup Marie. Rose, c'était bien, ça fait du bien de Merci à faire toi ces de petits m'avoir points écouté. comme ça. J'ai laissé le lien disponible, comme ça elles pourront le regarder et faire un petit peu la progression de tout ça et comprendre que toute cette errance qu'on a nous invite à comprendre notre douleur autrement.
Et en fait, cette petite citation, j'aime bien parce que tu as dit ne pas confondre culturel et naturel. Et la citation que je t'ai proposée, c'était, sortait du livre La suite naturelle. Donc, je trouve ça assez bien. Et ben voilà, comme quoi tu as la boucle est bouclée. Oh, c'est ça. Bon, Bonne bah, soirée, écoute, Margot. bonne soirée, prenez tous soin de votre santé et à bientôt. Bonne...